toujours adiabatiquement suivre l'évolution du champ électrique de ce laser, et toujours il y a un electric dipole induite dans l'atome qui est parallèle au champ électrique externe, donc l'énergie de l'atome est abaissée quand il y a ce faisceau. Et pour construire un piège, il faut simplement créer une région spatiale où l'intensité du faisceau est maximale. Et ça c'est très simple, vous prenez simplement un faisceau et le focalisez quelque part. Ce foyer, c'est un piège pour ces atomes. D'accord ? On utilise ça même en biologie, là les gens appellent ça optical tweezers, ils peuvent sous un microscope prendre une cellule et la déplacer, des choses comme ça. Good. Bon. Donc, on va allumer un laser infrarouge, la mettre superposé avec le nuage refroidi que vous avez vu. Ensuite, on peut éteindre les lasers de refroidissement et le nuage est juste tenu là dans la chambre à vivre. Et ça peut vivre pendant des minutes comme ça. Maintenant, il faut encore refroidir. Vous avez vu que la densité de l'espace de phase 10 × 10⁻⁶ c'est largement pas suffisant. Comment est-ce il faut refroidir un facteur 1000 environ. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise l'évaporation. Comment ok, comment ça marche? Alors, et ah voilà, ça marche. Donc ça, c'est le puits de potentiel formé par notre piège dipolaire. Les atomes vont bouger là-dedans, rentrer en collision. Parfois, il y a des atomes très très chauds, très énergétiques qui sont produits. Eux, ils peuvent s'échapper à travers le bord de ce potentiel. Les autres, ils vont être internalisés, bien sûr, à une température beaucoup plus basse. Et ouais, à un certain moment, vous avez obtenu une densité dans l'espace de phase suffisamment grande pour obtenir une condensat de Bose. Maintenant, je vais vous montrer comment on détecte une condensat de Bose dès qu'on l'a produit. Donc, imaginons d'abord, on n'a pas refroidi suffisamment, on a encore un gaz thermique. C'est ça notre situation, piège dipolaire, gaz thermique. Et maintenant, on utilise une technique qu'on appelle imagerie d'absorption en temps de vol. Pour ça, on éteigne le piège dipolaire et les atomes vont tomber dans la gravitation, bien sûr, mais ils vont aussi, si on oublie ce mouvement de tombe, ils vont juste aller dans la direction dans laquelle ils sont allés à l'instant qu'on a éteint le piège dipolaire. Donc, le nuage va agrandir. Et si les atomes sont plus chauds, ils vont avoir une plus grande vitesse et le nuage va devenir plus grand que s'ils sont froids. Et maintenant, après un certain temps de vol, typiquement de 20 millisecondes ou quelque chose comme ça, on prend une image d'absorption. Donc, on prend un laser qui est accordé à résonance avec les atomes. Les atomes vont faire de la fluorescence, ils vont absorber les photons de ce faisceau et les émettre partout ailleurs. Donc, ils vont mettre une ombre dans ce faisceau. On a un système d'imagerie qui nous fait l'image de cette ombre. Et de là, on peut avoir la distribution de densité de cette nuage atomique intégrée sur la direction du faisceau laser. Et de là, on peut tirer la température, c'est la taille du nuage, et le nombre d'atomes, c'est le signal intégré. Et qu'est-ce qui se passe si on a créé un condensat de Bose? Quelque chose de très différent va se passer. Parce que maintenant, dans un condensat de Bose, il n'y a plus cette énergie thermique, cette énergie kinétique thermique. Mais il y a une autre forme d'énergie qui est très importante, c'est l'énergie d'interaction entre les atomes. On appelle ça mean field interaction, et ça va être décrit dans des cours. Et maintenant, quand on éteigne un piège pour faire un temps de vol, cette énergie d'interaction va être convertie en énergie cinétique. Et ça va être converti surtout dans la direction où on a initialement confiné le condensat le plus. Et dans nos expériences, d'habitude, on confine le gaz le plus dans la direction verticale. Donc ça a l'allure d'une crête au départ. Et maintenant, dès qu'on éteigne le piège, ça va, oui, exactement, s'élargir surtout dans cette direction. Donc, une crête, vue de côté, devient comme un cylindre ou quelque chose comme ça, vu du côté. Et
quand on prend une image d'absorption, ça a cette allure-là. C'est complètement différent d'un gaz thermique. Et comme ça, on sait qu'on a créé une condensat de Proust. Et voilà, ça c'est d'ailleurs la première séquence de condensation de strontium. Et vous voyez ici, ça c'était une expérience qu'on n'a pas suffisamment refroidi. On a éteint le piège dipolaire un peu trop tôt et il y a un nuage thermique. Ensuite, on a refait la même expérience et refroidi un petit peu plus. Et il y a un petit condensat qui apparaît sur un nuage thermique. Et refroidi plus. Et là, sur la dernière image, on ne peut plus même distinguer le nuage thermique tellement peu d'atomes sont dans cette image. Et on peut aussi toujours créer un condensat de Bose, mais maintenant varier le temps que les atomes tombent. Au départ, il y a cette pancake sur le côté. En fait, on ne peut pas résoudre ça parce que la résolution du système d'imagerie, c'est pas suffisant. C'est super fine là. Donc, et après un certain temps d'expansion, ça accroît. Donc ça, ce sont des smoking guns, comme on dit, pour détecter un condensat de Bose. Et ça a été fait pour la première fois en 1995 dans les laboratoires de Carl Weinen, Eric Commel, Gilla, Boulder et au MIT par Wolfgang Kepler. Et ils ont obtenu une nouvelle personne. Good. Et entre-temps, il y avait pas mal d'autres gaz qui ont été refroidis à la condensation. D'abord, on a utilisé les alcalis, ils sont très simples, comme ils ont seulement un électron de valence. Le hydrogène a été refroidi dans le cryostat, c'est une autre technologie. Ensuite, le hélium métastable, le potassium, le césium, le ytterbium et chrome. Et là, c'est notre expérience là, strontium et des atomes encore plus à part, sposium et erbium. Donc en ce moment, on a 13 éléments qui ont été refroidis à la condensation. Et souvent, ces éléments ont plusieurs isotopes, et en tout temps, on a refroidi tous les isotopes, presque tous les isotopes de ces atomes à la dégénération quantique. Et il y a encore d'autres, comme le mercure, le holmium et tout ça, où les gens sont en train d'apprendre comment marche le refroidissement à laser. Je suis sûr qu'eux vont aussi un jour être commencés. Mais il y a des choses aussi très intéressantes, mais là, dans cette région-là, il n'y a pas des transitions accessibles par les lasers dans ces conditions aujourd'hui. Donc là, c'est super difficile avec la condensation. Ok, bon, maintenant, je vais vous montrer une petite expérience qu'on peut faire avec un gaz quantique et qui vous montre un peu l'analogie entre un gaz quantique et un laser. Donc, d'abord, vous connaissez la différence d'un ampule normal, elle émet des photons de n'importe quelle longueur d'onde, dans n'importe quelle direction. Par contre, un laser, tous les photons sont dans la même direction, la même couleur. Et c'est très analogique à un gaz thermique et un condensat. Et oui, voilà, c'est l'analogie. Et maintenant, on peut exploiter ça pour faire de l'expérience. Si on a deux ampoules ou deux torches avec lesquelles on illumine cet écran, il n'y a pas d'interférence dès qu'on prend le laser. Il y a une interférence. Là, c'est l'expérience vraiment faite avec des lasers. Et maintenant, on veut faire la même expérience avec des condensats de Bose. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut deux sources, bien sûr. Oui? Il faut deux condensats. Donc, c'est Wolfgang Kepler qui a fait. Il a pris son condensat de sodium et maintenant, il l'a coupé en deux. Comment est-ce qu'il a fait? Il a aussi utilisé un piège dipolaire, mais cette fois, le laser n'est pas infrarouge, mais par contre, c'est une fréquence très très élevée, beaucoup plus élevée que la fréquence de transition de l'atome. Et maintenant, l'atome ne peut pas suivre ce champ électrique externe. Il va toujours être en phase de 180 degrés par rapport à ce champ externe. Donc, cette laser va augmenter l'énergie. Donc, comme ça, on peut découper le condensat en deux. Et dès qu'on fait une tonne de vol, le condensat va agrandir, ils vont se mettre l'un sur l'autre. Et là, on peut voir les interférences. Ça vous prouve que le condensat, c'est vraiment une onde de matière. Ok.
Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de ma propre recherche à moi. Donc, nous, on a créé des condensateurs de transition. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Donc, une bonne partie, au départ, presque tous les atomes mis à la dégénérescence quantique, et disons, la plupart des expériences au monde qui font des gaz quantiques travaillent avec des alcalis, des atomes qui ont seulement un électron de valence. Et comme ça, ils ont des transitions laser très simples. Essentiellement, on travaille avec une seule transition. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si on utilise des atomes avec deux électrons de valence, comme le terbium ou des alcalins terreux? Leur optical term scheme devient plus complexe, oui. Je vous montre ici le optical term scheme de strontium. Donc, les deux électrons peuvent former un singlet ou un triplet. Il y a une transition qu'on utilise pour le refroidissement laser qui est très large, 30 MHz. Ça, c'est comparable à ce qu'on a dans les alcalis, 6 MHz. Donc ça, on l'utilise pour les premières étapes de refroidissement laser, l'utilisation magnétique, et ainsi de suite. Mais il y a aussi des raies très fines entre l'état fondamental et l'état fondamental triplet. Là, il y a la ligne la plus large, une largeur de raie de 7,4 kHz. Et c'est super pour le refroidissement laser parce que la température qu'on peut obtenir dans le refroidissement laser c'est proportionnel à la largeur des lignes. Vous influencez la distribution de vitesse et si vous avez quelque chose de très fine pour influencer ça, bien sûr vous pouvez refroidir plus. Il y a aussi une ligne qui a une largeur de seulement 1 mHz entre ces deux états-là et ça c'est super pour construire des horloges avec le strontium. Les états métastables avec des durées de vie, des minutes. Il y a des lignes qui ont des longueurs d'onde très larges. Ça, c'est bien pour étudier des phénomènes collectifs parce qu'il y a beaucoup d'atomes dans le volume d'une longueur d'onde cube. Et l'état fondamental n'a pas de moment magnétique, électronique. Il y en a 4 isotopes. Bosons et un fermion. Et ça, c'est vraiment très différent de tous les autres éléments qu'on a prononcés. Ça nous donne beaucoup plus d'autres possibilités de faire des expériences. Et je ne vais pas expliquer ça en détail maintenant, je vais juste vous montrer quelques sujets sur lesquels on travaille. Par exemple, dans la simulation quantique, on a des moyennes nouvelles pour créer des champ de gauche artificiel, artificial gauge field. Qu'est-ce que c'est un artificial gauge field? Ça fait comporter nos atomes neutres comme s'ils étaient une particule chargée sous l'influence d'un, disons, un champ magnétique important. C'est ça qu'on a, ce qui est très intéressant dans la physique du solide. Par exemple, ça donne lieu au Van der Waals effet. Et on peut aussi étudier une certaine façon de magnétisme spécial dite SUM magnétisme. Avec le strontium, on a aussi pas mal de possibilités d'aller plus loin que les interactions de contact qu'on a normalement dans un gaz quantique. Interaction de contact, ça veut dire c'est une interaction comme les balles de billard, ils se touchent. Hein. Et il y a plusieurs possibilités maintenant d'induire des interactions plus intéressantes qui marchent déjà à longue distance, par exemple, ou qui sont très anisotropiques, comme les interactions particulières ou quantiques. Une chose qui m'intéresse beaucoup moins, c'est qu'on puisse créer des molécules très intéressantes, comme des molécules au vidéostrontium. Et je pense demain, je vais vous raconter un peu de ça. Et il y a beaucoup plus des opportunités, par exemple, mesures de précision, des méthodes de refroidissement supplémentaires. Et je vais vous surtout parler de ces choses-là aujourd'hui. Ok.
Donc, maintenant l'histoire de refroidissement du strontium. Donc, les premières expériences avec les strontiums ont été faites déjà au début du siècle 2000, et la troupe de Katori au Japon est arrivée à refroidir le strontium à une température plus basse d'un microkelvin, et elle a obtenu une densité dans l'espace de phase de 0,1. Mais elle n'est pas arrivée à refroidir encore plus. Par exemple, l'évaporation, ça n'a pas marché. Et pourquoi? Pour comprendre ça, je vous montre ici le tableau de tous les isotopes bosoniques du strontium. Il a travaillé avec le strontium 88 simplement parce que cet isotope a l'abondance naturelle le plus élevée. Et il ne pouvait pas savoir à l'époque que la longueur de diffusion de cet isotope est tout petit. Donc ces atomes ne rentrent pas en collision. Le gaz ne va pas thermaliser. Donc c'est impossible à faire l'évaporation. Oui. Maintenant, on peut choisir aussi le strontium 86, abondance naturelle favorable, mais on a le problème opposé. La longueur de diffusion est tellement élevée que la probabilité qu'il y a 3 atomes qui se rencontrent est très très élevée. Donc ce processus Ribari inelastic decay, la formation des molécules, est très très élevé. C'est vraiment pas facile de créer un condensat avec ça. Et nous, à l'époque, on venait juste de mesurer les longueurs de diffusion. On savait que le strontium 84 aurait une longueur de diffusion très favorable. C'est vraiment le longueur de onde que tu souhaiterais si tu veux créer un condensat. Donc pour nous, c'était clair, on va utiliser le strontium 84. Mais il y a un petit problème là. La longueur de l'abondance naturelle, c'est très petit, hein? 55% seulement. Mais je vais vous montrer comment on a résolu ce problème. Voilà. Et la résolution de ce problème est liée à une propriété de ce piège magnéto-optique du strontium. Ça, c'est notre nouvelle manip avec laquelle on a créé le condensat. Et pour vous expliquer ça, je vous montre de nouveau le optical term scheme du strontium. Donc, on refroidit sur cette ligne bleue et c'est très efficace à refroidir parce qu'on peut cycler beaucoup de photons sur cette transition, mais on n'arrive pas à avoir des températures très basses et on n'a jamais beaucoup des atomes si on travaille avec le strontium 84 parce que l'abondance naturelle, c'est petit. Bon, cette transition-là n'est pas complètement fermée. Donc, dans un cycle sur 150 000 cycles, l'atome va aller dans l'état 3P2. Et l'état 3P2 est un état métastable avec une durée de vie de minutes. En plus, c'est un état magnétique. C'est un moment magnétique. Ça veut dire si on crée un champ quadrupolaire, c'est un champ magnétique qui a 0 au centre et en toutes les directions, quelques-uns des états MG, de low field cyclic states, vont être piégés par ce champ magnétique. Pour eux, c'est favorable d'aller dans les régions où le champ magnétique est basse. Et pour l'opération de ce piège magnéto-optique, bien sûr, on a appliqué un champ magnétique quadrupolaire. Donc, automatiquement, quelques-uns de ces états 3P2, c'est dans les MG égale 2, eux, ils vont être piégés dans le piège magnétique formé par ce champ quadrupolaire. Donc, on a au même moment un piège magnéto-optique de ces atomes et un piège magnétique de ces atomes-là. Et on peut simplement accumuler les atomes autant plus longtemps qu'on veut, transéquent si on veut. Et ça résout complètement notre problème de l'abondance naturelle petite. Donc, comme vous voyez là, on a beaucoup d'atomes. Et maintenant, pour continuer, on utilise une autre jolie astuce du strontium. On utilise cette ligne très fine rouge là. Donc on va pomper les atomes de nouveau dans l'état fondamental et on va allumer maintenant un piège magnéto-optique sur cette ligne fine. Et ça nous permet à refroidir les atomes comme Katori a montré à une température de 1 microgramme. Et maintenant, donc, on a déjà dans l'espace de phase de 0.1, on piège les atomes dans un piège
optique dipolaire, on fait l'évaporation et on obtient un condensat de pose de tension. C'était très passionnant là en 2009 quand on a fait ça parce qu'on est dans une course avec deux équipes aux États-Unis qui ont essayé de faire ça en même moment. C'était vraiment un sport. Et on était tous ensemble à une conférence à Washington et on a su, les autres sont presque là, nous aussi, et on se sentait comme dans une arène de sport, tous les spectateurs, les autres participants de la conférence. Et je voulais prendre des vacances aux États-Unis, mais comme je sais que les autres sont si proches, j'ai acheté un billet de retour tout de suite. Et on a travaillé jour et nuit quand on est revenu, et 5 jours plus tard, on avait le condensat. Et nos compétiteurs ont vu notre article 10 jours plus tard, ils ont vu ça aussi. Voilà. Notre condensat. Et en fait, le condensat est géant. Parce qu'on refroidit déjà tellement bien avec les lasers qu'il ne faut plus beaucoup de refroidissement évaporatif. On ne jette que 3/4 de nos atomes, le reste va dans le condensat. Donc on peut facilement obtenir 10 millions d'atomes dans le condensat. Ok, donc depuis on a joué aussi avec les autres isotopes et on a trouvé des astuces pour aussi condenser toutes les autres isotopes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste pour vous dire, le strontium-86, c'est l'isotope avec cette longueur de diffusion super large. Et là, l'astuce, c'est de travailler avec des densités très très faibles, 10 + 12 par cm3 au grand max, et on peut faire de tout petits condensats, là, de quelques dizaines de milliers d'atomes. Et le strontium-88, c'est l'isotope avec cette longueur de diffusion très très faible, on ne peut pas le refroidir tout seul. Donc on le mélange par exemple avec l'isotope fermionique, ça marche très bien. Et donc entre ces deux isotopes, il y a des collisions et on peut refroidir systématiquement. Et on peut obtenir tout petits condensats, ils sont tout petits parce que la longueur de diffusion est négative dès que le nombre dans le condensat est trop grand, ça va collider. Et on a aussi fait un mélange fermionique bosonique. Ok, et maintenant, je vais vous raconter d'une expérience qu'on a fait l'année dernière. On est arrivé à obtenir un condensat de Bose sans certificat de refroidissement. Et pour comprendre la signification de ça, c'est peut-être utile de savoir un peu l'histoire de ce champ-là. Donc, au départ, il y avait des gens qui ont travaillé avec les cryostats, qui ont refroidi par évaporation l'hydrogène. Et il y avait une autre communauté qui a travaillé sur le refroidissement laser. Et ensuite, le succès là, a été obtenu en mettant ces deux techniques ensemble. Mais les gens qui ont travaillé sur le refroidissement laser ont toujours eu un petit peu le rêve, l'idée de faire un condensat automatiquement, juste avec le refroidissement laser. Et nous, on a repris ça maintenant, mais je veux vous dire exactement ce qu'on a fait. Les acronymes ici, pour moi, ça veut dire que le seul mécanisme de réduction de température de notre système, c'est le refroidissement laser. On a toujours besoin des collections élastiques pour thermaliser notre échantillon. Et on a aussi demandé pour plus, on rend notre expérience un peu plus intéressante. On veut avoir un condensat immersé dans un nuage refroidi à laser, en contact thermique par collision. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne un système quantique qui est dissipatif. Si quelque chose chauffe le condensat, toute cette énergie peut être transférée au nuage refroidi par laser et dissipée tout de suite. Et ça donne peut-être, ça va nous aider à construire un continuous atom laser. Je vais parler de ça tout à l'heure. Ok, donc, notre point de départ, c'est exactement c'est l'état intermédiaire qu'on avait tout à l'heure, les atomes dans un piège dipolaire, mais là on n'éteignait pas le refroidissement laser. On laisse toujours un seul faisceau de refroidissement allumé. Et bien sûr, je vous ai déjà décrit le problème, ces photons de cette laser de refroidissement, ils vont chauffer
le condensat, s'il y a un condensat. Tout à l'heure, j'ai dit, bon, on va simplement éteindre cette laser et trouver une autre façon de refroidir. Ça, je ne veux plus maintenant. Maintenant, je veux faire une astuce pour protéger les condensats de ces photons. Et pour trouver cette astuce, on a pris de l'inspiration des pompes d'effet. Et ce que je veux dire avec ça, je vous montre sur la prochaine image. Donc, bon, vous ne voyez pas beaucoup sur cette image, mais en réalité, moi, je suis sur l'image. Mais vous ne pouvez pas me voir parce que je porte un chapeau d'invisibilité. Vous ne me croyez pas? Je l'enlève. Et en fait, j'ai le chapeau d'invisibilité ici. Je l'ai acheté à une très bonne conférence à Rio de Janeiro en 2004, à ECAP 2004, dans un petit magasin voodoo. Et j'aimerais trop bien vous montrer ici comment ça marche. Mais malheureusement, comme beaucoup des objets magiques, il a un défaut. Et le défaut de mon chapeau est que ça marche qu'en plein soleil. Et dans une salle de conférence, on n'a jamais plus de soleil. C'est pour ça que j'ai pris ces photos. Et donc, si je remets mon chapeau, je deviens transparent. Et c'est exactement ça qu'il faut faire maintenant avec nos atomes. Hein? Et comment est-ce qu'on fait ça? Pour expliquer, je vous montre de nouveau le schéma de Chomsky-Strontium. Et on utilise cette transition-là pour rendre les atomes transparents. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise un laser qui est désaccordé un petit peu vers le bleu de cette transition et ça va modifier beaucoup l'énergie de cet état, l'état 3P1. Donc, regardons la situation exacte qu'on a. Là, ce sont des atomes dans l'état fondamental et dans un piège dipolaire standard. Ça, c'est le laser de refroidissement et aussi l'état excité est un petit peu déformé en énergie par cette piège dipolaire. Et maintenant, on ajoute un laser tout petit, 20 microns de waste, juste au centre de notre grand nuage. Et ça va créer un AC star shift énorme sur notre état excité. Et les atomes à cet endroit ne peuvent plus absorber ces photons. Je vous montre ça. Je vais prendre des images d'absorption sur cette ligne. Ici, il y a le nuage thermique normal. Et là, c'est l'image quand on allume cette chapeau d'invisibilité. D'accord? C'est très bien. Donc là, les atomes ne peuvent pas absorber le faisceau de refroidissement et encore plus important, ils ne peuvent pas absorber les photons de fluorescence émis dans cette direction par tout le nuage refroidi par les laser autour. Donc ils sont bien protégés là. Et maintenant, ça ne suffit pas encore pour créer un condensat à cet endroit. Il faut encore augmenter la densité un tout petit peu. C'est juste l'effet Boltzmann qu'on utilise maintenant comme l'atmosphère est plus dense en bas, proche de la Terre qu'en haut. C'est le même effet là. Si on crée un petit potentiel là, la densité ici en bas va être simplement plus élevée que la densité là. Et ça, mais la température ne change pas, hein, parce que le gaz est complètement thermalisé avec le gaz refroidi par le laser vers l'extérieur. Donc on a juste augmenté la densité et ça nous augmente la densité dans l'espace-phase. Et oui, je vous montre là. Ça c'est uniquement le dimple allumé exactement au même endroit. Là, dans ces conditions, j'ai jamais vu un condensat à cause de ces effets négatifs des photons de refroidissement laser. Mais maintenant, si on allume les deux faisceaux, à la fois le chapeau d'invisibilité plus le dimple, on a une chance de voir un condensat. Et comment est-ce qu'on regarde? On va en faire des images tout en bleu. Ok, bon. Ici, on a fait la chose suivante. On a changé le piège dipolaire, on a allumé le chapeau d'invisibilité et on a, en 10 millisecondes, augmenté la profondeur du dimple. Donc, les atomes vont entrer dans le dimple, ils vont convertir leur énergie potentielle en énergie cinétique. Donc au départ, c'est très chaud dans les dimples, mais par collision élastique, ça va réthermaliser avec le nuage refroidi à laser. Mais ce processus prend du temps.
Et ici, on n'a pas laissé le temps. On a simplement attendu seulement 10 millisecondes, 20 millisecondes après avoir allumé le dimple. Et le nuage, c'est clairement un nuage thermique. Maintenant, si on attend plus longtemps, 160 millisecondes, on voit une petite déformation. Si on flippe le nuage, les ailes là, avec le gaussien, on voit qu'il y a un excès au milieu. Est-ce que ça pourrait bien être notre condensat? Et si oui, pourquoi est-ce qu'il est si petit? Regardons encore la situation. On a des atomes dans ce potentiel-là. Il y a 8 millions d'atomes en total dans le système. 1 million d'atomes vont entrer dans le dimple et seulement 100 000 atomes vont condenser. Donc on a un condensat relativement petit, immersé dans un nuage géant thermique. Et ça va complètement couvrir le signal. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le voir si bien. Mais maintenant, on utilise une petite astuce, juste pour montrer le condensat un peu plus clairement. On enlève tous les atomes du réservoir. On utilise pour ça une flèche, un éclair de lumière sur la ligne de transition. Et les atomes dans le dimple, ils vont être protégés par cette AC-Stark-Shift énorme là. Et après avoir fait ça, on voit clairement le condensat. Et c'est très rapide ce processus, donc ça ne change rien au condensat. Bon, examinons ce processus un petit peu plus en détail. Maintenant, je n'utilise plus cette astuce de virer le réservoir, mais j'utilise les images avec une longue tourne de vol comme tout à l'heure. Ça nous donne le nombre d'atomes dans le nuage thermique et le nombre d'atomes dans le condensat. Et j'utilise une deuxième petite image avec une très petite tourne de vol où on peut encore distinguer spatialement la région du dimple et la région du réservoir. Et avec l'expansion verticale, je peux même mesurer la température dans ces deux régions. Voilà. Et maintenant, on fait l'expérience que j'avais décrite, préparation du réservoir, allumage de visibility cap et on tire le dimple en bas pendant 10 millisecondes. Qu'est-ce que se passe? Ici, c'est le nombre d'atomes. Avec le temps, ça baisse un petit peu. Ici, c'est le dimple, comme il se remplit avec les atomes. Et ça, c'est la chose la plus intéressante, c'est la température. D'abord, le gaz, alors noir c'est dans le réservoir, et bleu c'est dans le dimple. D'abord, le gaz dans le dimple chauffe parce qu'il y a l'énergie potentielle qui est libérée. Mais bientôt après, il refroidit de nouveau par collision élastique avec le nuage refroidi par laser. Et comme vous voyez, le nuage ne change pratiquement pas en température. Et dès qu'il y a suffisamment d'atomes dans le dimple et la température est suffisamment basse, on peut voir un signal de condensat. Ok. Et maintenant, ok, c'est un petit peu compliqué pour faire un condensat. À quoi est-ce que ça peut servir? Pourquoi est-ce que c'est utile peut-être? C'est utile parce que c'est un système dissipatif. Hein? Et je vais vous montrer ça ici. Dans cette expérience, on a détruit le condensat tous les 200 millisecondes. On fait ça simplement en augmentant la profondeur du dimple par un facteur 20, je crois, pendant 2 millisecondes. Ça fait un grand choc sur le condensat, ça va le chauffer, ça va enlever les atomes localement là, ça va complètement détruire le gaz quantique. Et on voit que, quelques dizaines de millisecondes, on a un nouveau condensat. Très rapidement, ça se reforme. Et on a obtenu en fait des condensats jusqu'à 30 répétitions. Et ça marche que parce qu'il y a cette énergie qu'on met dans le condensat, quand on les détruit, c'est dissipé par le laser du nuage extérieur. On peut aussi comparer ça avec une autre expérience où on éteigne le faisceau de refroidissement laser. En fait, on peut aussi créer un condensat comme ça, mais vous voyez, on a un grand réservoir froid. Maintenant, on met le dimple. Bon, le gaz va chauffer quand il entre, mais comme le réservoir est 10 fois plus grand que le nombre d'atomes dans le dimple, ça ne va pas chauffer autant et on peut encore créer un condensat. Mais maintenant, si on commence à chauffer tous les 200 millisecondes, la capacité thermique du réservoir, c'est simplement pas
suffisamment grande et vous voyez que ça prend de plus en plus de temps pour créer un condensat. Et après, au max, 5 fois, on ne voit plus du tout condensat parce que localement, ça a simplement chauffé trop. Ok, et peut-être c'est utile pour créer un condensat en continu là. Hein. Ça c'est aussi un grand but de la domaine. Donc, qu'est-ce que ça signifie un atom laser? Il y a cette analogie, j'ai raconté cette analogie entre un laser de lumière et un condensat de Bose-Einstein, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que nos condensats de Bose-Einstein sont stationnaires, bien sûr, parce que par contre, un laser propage. On aimerait bien pouvoir faire aussi un onde de matière comme un condensat de Bose-Einstein qui propage, guidé par un particle d'Apple, par exemple. Et ça, c'est un but sur lequel travaillent les gens depuis 15 ans environ. Et ça n'a jamais été fait parce que c'était essayé avec les alcalis, et là c'est vraiment dur parce qu'on commence après le laser cooling avec une densité de face-to-face de 10% -6 ou quelque chose comme ça. Ici on est très proche déjà avec le refroidissement laser. Et pour vraiment créer un continuous atom laser, il faut modifier notre expérience en 2 points. Il faut mettre de plus en plus des atomes toujours dans les réservoirs refroidis à laser. Donc, si je simule, ça c'est le potential landscape que voient nos atomes. Ça, le grand truc là, ça c'est le réservoir. J'ajoute toujours des atomes là-dedans. Et ensuite, il faut en continu enlever le condensat. Et une manière de le faire, c'est de en fait pas condenser tout à fait là, mais de juste construire un guide qui va guider un grand nombre d'atomes vers l'extérieur. Et ça peut être juste un faisceau gaussien, par exemple. Et si on place le foyer de ce faisceau ici en haut, ça va augmenter en waste pendant que les atomes propagent ici. Donc ici, la profondeur du potentiel va être peut-être 5 microkelvin, et quelques centimètres plus tard, ça va être 1 microkelvin. Donc on a une évaporation le long de ce faisceau, et on espère que s'il y a suffisamment de flux, s'il y a suffisamment de pollution, tout ça, d'avoir un équilibre thermique local le long de ce guide. À la fin, on espère que le radial oscillator branch state monte et macroscopiquement par les atomes. Et ça sert à un vrai atom laser. Et on est en train de construire une machine comme ça. Elle sert à, on est encore en train de réfléchir comment on le fait exactement, mais ça sert à peu près comme ça. Ça commence comme la machine qu'on a vue, avec le mode bleu là. Maintenant, on ne peut pas protéger nos atomes de cette photon bleu. Hein, parce que toute l'astuce là avec l'invisibility cap, ça marche que pour la ligne de refroidissement rouge. Donc il faut bien séparer les deux régions de refroidissement bleu et de refroidissement rouge. Il faut absolument le refroidissement bleu parce que la ligne rouge est simplement, il n'y a pas suffisamment de photons par seconde qui sont émises pour refroidir un faisceau thermique. Et voilà, et ensuite on découpe. Ça c'est quelque chose qu'on espère de faire pendant les prochaines années. Voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui de mes expériences. On a maintenant encore combien de temps? On a encore 20 minutes. Hein? D'accord. Donc d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Parce que maintenant c'est le bon moment avant d'aborder le prochain sujet, c'est qui est le general forming gases. Plus ou moins clair. Claire, est-ce que c'était maintenant trop facile pour vous? Ou c'est bon le niveau? C'est le bon? Ok. C'est bon. Parce que je ne vous connais pas. Quand vous parlez du laser invisible, c'est un laser qui n'est pas absorbé par les atomes, c'est ça? Oui, c'est ça. Disons, il pourrait être absorbé par les atomes qui sont en état excité. Ah, mais les atomes du fond non. Oui, et parce qu'il y a cette AC-Starship sur le niveau excité, il n'y a jamais des atomes qui sont excités à l'endroit où il y a cette faisceau laser. Donc c'est son danger. C'est parce qu'il est dans le creux du potentiel que... on va revenir à l'image. Ouais, là, c'est un peu excité.
Donc, Oui, vous dites un laser invisible, c'est ça? attends, où il y a? Là, c'est le meilleur image peut-être. Il est là. Il pourrait être absorbé par les atomes-là. Mais exactement dans cette région-là, il ne peut pas y avoir des atomes là, parce que oui, c'est complètement en dehors de la résonance. Donc il n'y a pas de danger. J'avais mes soucis là. En fait, il y a un problème que je n'ai pas mentionné. Et le problème, en réalité, est qu'il y a des niveaux moléculaires jusqu'en bas de cette ligne. Et au départ, quand on a essayé de faire cette expérience d'abord, on n'a pas fait un AC star shift suffisamment important et en fait, on a accordé la ligne moléculaire juste en résonance avec le faisceau laser et on a produit des pertes par ça énorme. Et il a fallu comprendre ça et apprendre qu'il faut faire un AC star shift suffisant pour aussi déplacer les lignes moléculaires importantes. Donc là, par exemple, pour la ligne atomique, c'est 10 MHz et pour la ligne moléculaire, c'est quelques centaines de kilohertz. Ok, vous êtes prêts pour le prochain chapitre? Ou c'est trop? Je commence donc d'abord, il faut parler un peu des particules atomiques. Ça, vous connaissez pour la chimie. S'il y a deux particules identiques, disons, on a deux particules, on les met dans différentes fonctions d'onde. On peut l'écrire comme ça, particule 1 dans la fonction d'onde psi, particule 2 dans la fonction d'onde pi. Quand on échange les deux particules, on va les mettre comme ça. Maintenant, si les deux particules sont identiques, toutes les prédictions physiques doivent être les mêmes si on échange les particules. Donc, ça veut dire que la densité, la distribution de densité de ces particules, par exemple, doit être la même. Ça veut dire que la valeur absolue de cette fonction d'onde carrée, c'est pareil. Et ça veut bien sûr dire que les deux fonctions d'onde-là, avant et après l'échange des deux particules, peut se distinguer l'un de l'autre que par un facteur de phase qui s'en va si on prend la valeur absolue carrée. Et ça veut dire, là, le facteur de phase, ça peut, la phase peut être 0, ou pi, non pi, ou ça correspond au boson, au fermion, signé plus ou moins, ou ça peut même être anything, ça donne lieu aux anyons, mais ça existe comme données, comme quasi-particules, pas comme vraies particules dans la nature. Ok, maintenant, vous savez, probablement il y a deux classes de particules, les fermions et les bosons. Les fermions, comme les électrons, les quarks, tout ça, eux, ils ont un spin demi-entier, et si on construit des objets quantiques comme un atome, à partir des fermions comme les quarks et les électrons, dès que le nombre total des fermions est on a de nouveau un fermion. Et des exemples sont lithium 6, potassium 40, et ainsi de suite. Et les bosons ont un spin entier. Oui. Et toutes les particules échangent des forces sont des bosons. Et la plupart des isotopes qu'on a refroidis sont des bosons, en fait. Good. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on est intéressé d'étudier les fermions? Dans la physique du solide, les éléments sont des fermions, et on est vraiment intéressé à bien comprendre des phénomènes de la physique du solide, comme la supraconductivité et le magnétisme. Donc il faut s'occuper des fermions. Et deuxièmement, pensons aux simulations quantiques. Il est vachement plus dur de décrire des systèmes fermioniques. Par exemple, on a des bonnes méthodes de calcul sur les ordinateurs classiques pour décrire des systèmes quantiques, quantum Monte Carlo, des choses comme ça. Mais toutes ces méthodes
vont avoir des problèmes dès qu'on essaie de décrire les particules fermioniques à cause de quelque chose qu'on dit que le fermion sign problem. C'est le signe qui apparaît quand on échange les deux fermions. Et donc la motivation est très forte d'utiliser les expériences des atomes ultra-froids pour simuler ces effets-là. Ok. Et maintenant, je vais d'abord décrire les propriétés d'un gaz Fermi idéal sans interaction. Et ensuite, on va étudier le gaz Fermi avec interaction. Et à la fin, je vais vous raconter d'une expérience qu'on a faite quand moi j'étais encore à Innsbruck, sur les polarons. Good. D'abord, je vais parler exclusion principle. Vous connaissez? Donc, pour les fermions identiques, il faut changer les signes. Maintenant, si on met les deux fermions dans le même état, si je l'écris comme psi 1, 2 ou psi 2, 1, ça ne change rien. Et donc, vous voyez à la fin que psi 1, psi 2 est égal à moins psi 1, psi 2. La seule solution, c'est psi 1 et psi 2 est égal à 0. Et ça veut dire que c'est simplement impossible de mettre deux fermions identiques dans le même état quantique. Oui, par l'exclusion principle. Et c'est bien sûr la base de la stabilité de tous nos atomes. Dans chaque orbite, on peut mettre deux électrons, un avec spinant, et c'est tout. Et c'est aussi la source de la stabilité des étoiles à neutrons. Voilà. Good. Maintenant, pour décrire les gaz fermioniques, il faut parler de l'énergie de Fermi. Donc, si je mets des atomes fermioniques identiques un par un dans un potentiel harmonique, ils vont occuper à température zéro les états les plus basses en énergie jusqu'à ce qu'on a exploité ou utilisé tout le nombre d'atomes qu'on a. Et cette énergie-là, à la fin, c'est l'énergie de Fermi. Oui. Et il faut le contraster avec un condensat de Bose où tous les atomes sont en état fondamental. Ok, ici je vous montre la distribution. C'est la probabilité d'avoir un état occupé en dépendance de la température. Ça, c'est la distribution classique, la ligne noire. Bose-Einstein, il y a une augmentation de l'occupation vers les états basse énergie et la distribution fermée, ça sature à 1. Et maintenant, examinons la distribution de Fermi pour les différentes températures. À T égale 0, c'est ça que je vous ai montré, un carré comme ça. Et si la température est élevée, ça va smears out. Je ne sais pas comment dire en français. Et la largeur sur laquelle c'est smeared out, c'est à peu près la température du gaz. Donc, oui, vous voyez aussi qu'il faut avoir une température qui est pas mal plus basse que la température de Fermi pour voir les effets de cette particule. Good. Maintenant, on veut créer un gaz dégeneré fermionique dans nos expériences. Je vous ai décrit qu'on fait des gaz à cooling et ça marche pareil pour les fermions, pour les bosons. Ensuite, normalement, on fait du refroidissement évaporatif. Donc, il nous faut des collisions. Donc, regardons un peu les propriétés collisionnelles des fermions et bosons. Donc là, regardez classiquement une collision entre deux particules. Il y a masse, l'impact parameter B, et le moment angulaire dans cette collection, c'est simplement la masse multipliée par la vitesse et multipliée par cette distance-là. Ok. Donc en physique quantique, c'est un moment angulaire qui décrit la collision, c'est quantisé bien sûr. Et bon, on parle selon du moment angulaire de S vec, P vec, D vec, et ainsi de suite, collisions. Et maintenant, vous devez savoir que la fonction d'onde qui décrit une collision en onde S, si on échange les deux particules dans cette fonction d'onde, ça ne change pas les signes. C'est une fonction d'onde even. Hein. Par contre, si on a des fonctions d'onde P, et ça c'est important de savoir. Ça veut dire que si on a des bosons identiques, les bosons identiques doivent être dans une fonction d'onde qui ne change pas les signes si on change les deux particules. Donc eux ne peuvent rentrer en collision que en S et en D. Par contre, les fermions, eux ne peuvent rentrer en collision que en P.
en F. Non, en F, oui. Ok, première étape. Non, maintenant, deuxième étape, on considère notre cas où la température est très basse. Hein. Ça veut dire que la vitesse des atomes est très basse. Vous avez vu que pour les fermions, là, pour les fermions, l'ordre au moment angulaire le plus bas où ils peuvent entrer en collision, c'est en P. Oui. Ça veut dire qu'il faut que ce chiffre-là, L, soit au moins un H bar. Mais le V est tout petit. Ça veut dire pour obtenir un H bar là, B doit être très grand. Mais bon, si B est plus grand que le molecular potential, les deux atomes ne vont pas se voir. Donc, ils ne rentrent pas en collision. Donc, on n'a pas de collision en P à des températures très basses. Ce qui veut dire que les fermions identiques ne rentrent pas en collision du tout à des températures très basses. C'est vraiment trop comme des ghosts. Ouais. Ok. No collisions at all between identical fermions at low temperatures. Donc, pour refroidir, il faut exploiter des astuces. L'astuce, c'est qu'on mélange les fermions avec quelque chose d'autre. Et la première expérience de ce genre a été faite par David Jin, Brian Mark, Ojeda, en 1999. Et eux, ils ont noté qu'on peut, dans le potassium 40, qui est un fermion, faire un mélange stable de ces deux états internes-là, piégé dans un piège magnétique. Et maintenant, vous avez des particules distinguables, et ils rentrent en collision, et on peut faire un gaz quantique. Et ensuite, il y avait d'autres gens qui ont modifié cette expérience. Par exemple, on peut aussi refroidir les fermions en les mélangeant avec une autre espèce atomique, par exemple le rubidium ou le lithium. Et je vous montre encore une fois la feuille là, de tous les éléments refroidis à la dégénérescence quantique. Et donc, dans les alcalis, il y a seulement deux isotopes fermioniques, le lithium 6 et le potassium 40. Et la grande plupart des expériences fermioniques a été faite avec ces isotopes-là. Et oui. Ensuite, il y a ces autres-là qui ont aussi des isotopes fermioniques. Mais ça, on ne le voit pas vraiment clairement sur cette graphe. Il y a beaucoup plus des isotopes bosoniques que fermioniques. Bon, deux fermions à basse température don't collide. Donc, enfin, ils n'ont pas de collision. Donc, s'ils sont identiques, oui. Après, qu'est-ce qui se passe si vous le mettez dans un mélange, si vous mettez d'autres... Oui, là, il n'y a pas cette Pauli exclusion principle. Donc, toutes les S, ils vont en collision avec les autres. Tout est permis. Et à basse température que le clone S existe. Donc, ils vont rentrer en collision. Ok, et ça c'est le résultat de la toute première expérience de créer un condensat de Fermi. Et vous voyez un nuage qui ressemble beaucoup à un nuage thermique. Donc comment est-ce qu'on peut vraiment savoir que c'est un gaz dégénéré fermionique? Il faut vraiment bien analyser l'image. On ne peut pas le voir vraiment à l'œil. Et donc c'est ça qu'ils ont fait. Et cette trace-là, les données expérimentales, en fait, c'est cette image, mais intégrée azimuthalalement en cercle. Oui. Le point là, c'est le average des données sur un cercle. C'est juste pour augmenter les signatures. Oui. Et maintenant, ils font un fit d'une gaussienne à ces données. Gaussienne, c'est un gaz thermique classique. Oui. Ou un fit de la destruction fermionique. Et vous voyez, ça ne marche plus avec la distribution classique. C'est une bonne indication qu'on a maintenant un gaz dégénéré fermionique. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Il y a bien moins d'atomes au centre, et c'est parce qu'ils ne peuvent pas s'empiler. Il ne peut pas y avoir deux atomes dans le même état là, il y a moins d'atomes. Mais maintenant, vous pouvez me demander pourquoi est-ce que c'est si semblable à un gaz
thermique, je vous ai montré à t égale 0, c'est un carré, c'est pas du tout un carré. Le problème est que ces expériences sont toujours faites dans des pièges harmoniques. Au milieu, ils ont beaucoup de densité. Vers les extérieurs, la densité décroît, donc aussi l'énergie de Fermi change à travers tout ce nuage. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un moyen-âge entre différentes situations. Chaque situation est décrite par cette truc rectangulaire, cette distribution rectangulaire, mais il y a différentes énergies de Fermi. Si en moyenne, ça devient plus flou, ça devient ça. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont aussi examiné l'énergie qui est dans l'expansion, après ces images d'expansion. Et vous voyez, dès que la température est bien plus basse que la température de Fermi, l'énergie par particule commence à croître au-delà de ce qui est attendu par le résultat classique. Et c'est clair parce que les particules vont s'empiler dans les états les plus bas, et donc ils vont s'entasser dans les états plus énergétiques. Ok, et ensuite, une autre expérience, ça c'est moi qui ai fait ça pendant une thèse à Paris. Donc on a utilisé un boson et le refroidi, c'est ça. Ensuite on a mis un fermion, le fermionique de lithium dans le mélange avec le boson. Et voilà, ça refroidit sympathiquement. Si on travaille que avec les fermions, on ne voit rien du tout. D'ailleurs, ici, au premier image, il y a des fermions, mais ils sont tellement dilués qu'on ne peut presque pas les voir. Et c'est seulement parce que quand ils refroidissent, ils vont aussi augmenter la densité qu'on les voit. Et ensuite, là, à l'époque, on est en compétition avec Randy Hewlett. C'est typique, on a toujours des compétitions et c'est toujours du sport. Et là, lui, il a fait pratiquement la même expérience, mais il a refroidi jusqu'à la dégénérescence quantique fermionique. Mais pour les bosons, il a travaillé avec un état qui ne pouvait pas condenser, avec l'oméga de diffusion négative. Et vous pouvez bien voir que la taille du nuage fermionique dans cette potentielle harmonique à la fin est plus large que la taille du nuage bosonique. C'est le Fermi pressure. Et nous, on a ensuite changé l'état du boson dans un état qui est capable à condenser. Et comme ça, on a créé un condensat de Bose, lithium-7, au même endroit spatial que le nuage de lithium-6. Et aussi, on peut un petit peu voir la différence en taille là. Good. Combien de temps est-ce qu'on a? On a 10 minutes. Vraiment? Ok. Bon. C'est bien. Good. Je vais vous montrer une expérience que je trouve vraiment jolie. C'est une expérience sur les bosons et les fermions qui a été faite dans le laboratoire d'Alain Sper à Paris. Et il est arrivé à créer un condensat de Bose et un gaz généralisé bosonique des deux isotopes de hélium, mais pas dans l'état fondamental, mais dans l'état métastable. Donc, normalement, ça c'est un atome de hélium dans l'état fondamental, deux électrons de valence anti-spin opposés, et deux électrons peuvent être tous les deux dans la couche S. Maintenant, si vous allez dans l'état triplet avec les deux électrons avec le spin dans la même direction, bien sûr, ils ne peuvent plus être dans la même couche. Donc il faut les mettre dans la prochaine couche. Et c'est là dans les héliums à une énergie beaucoup plus élevée, 20 électronvolts. Il faut comprendre ça, l'énergie d'un photon de la lumière, c'est quelques électronvolts, 3 électronvolts, quelque chose comme ça. C'est super énergique, c'est comme une petite grenade là, c'est beaucoup d'énergie stockée dans l'atome. Et ça peut vivre longtemps, millisecondes. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si joli de travailler ces atomes? Ah, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait ça du tout? C'est parce que ici, dans ce système, il y a des lignes de transition, des lignes de refroidissement à laser. Par contre, là, la première ligne que vous avez, c'est une ligne qui a une énergie de 20 électrons d'une volt. Cette ligne-là, c'est le système, il n'y a bien sûr pas de laser qui en continu qui peut émettre cette lumière. Ok, donc,
Une chose qui est maintenant très jolie si on travaille avec les hélium métastables, c'est la chose suivante. On peut de nouveau faire une expansion en temps de vol, laisser tomber le gaz. Maintenant, pas sur un caméra CCD, mais sur une plaque qui amplifie les électrons. Donc, imaginons quand il y a un atome hélium métastable qui tape sur cette surface. Maintenant, toute cette énergie de 20 électrons-volts soudainement peut être libérée. Parce qu'il y a maintenant les moyens là pour garder la conservation en impulsion et en énergie. Et ça va mener à une émission de au moins un électron de cette surface. Et maintenant, on construit, en fait, oui, bon, il y a plusieurs méthodes de construire, mais on amplifie ces électrons. Par exemple, on fait ça avec une microchannel plate. C'est une structure qui est comme un honeycomb, je sais pas en français, avec des tout petits tubes de peigne. Hein? Un peigne, honnête. Ouais, il y a des petits tubes, peut-être 1 mm long, 10 microns de diamètre. Il y a une couche semi-conductrice à l'intérieur. Il y a cet électron qui est émis par l'impact de cet atome hélium stable sur la surface. Et cet électron, il y a une tension électrique énorme entre les deux surfaces. Ça va être accéléré et ça va toujours toucher aux surfaces. Et chaque fois qu'il y a un impact avec une surface, ça va émettre encore plus des électrons. Ça va faire une avalanche des électrons. Et de un seul électron, vous avez ensuite 10 000 ou 100 000 électrons. Ensuite, vous pouvez, avec des méthodes standards, détecter l'endroit où se passer cette avalanche électronique des éléments et à quel moment exact. Vous pouvez détecter chaque un de vos atomes avec une probabilité de 50%. Et là, c'est une jolie image qui a été faite en 3D, c'est magnifique. Donc, en fait, ça, c'est pas seulement un condensat qui a été lâché. Un condensat lâché, ça sert à peu près ça. Et ici, ils ont fait une expérience intéressante. Ils ont eu leur condensat de Bose de hélium. Maintenant, ils ont utilisé des lasers pour mettre la moitié des atomes dans un mouvement comme ça, et l'autre moitié des atomes dans un mouvement comme ça. Avec des transitions Raman, on peut faire ça. Ouais. Et maintenant, donc, il y a deux condensats au même endroit qui bougent dans les directions opposées. Donc, il va y avoir des collisions en onde S entre des atomes de ces deux condensats. Et quand il y a deux atomes qui entrent en collision comme ça, avec des vitesses bien définies par le laser, ils vont être émis dans deux directions opposées avec exactement la même vitesse. Mais on ne peut pas savoir dans quelle direction, ça peut être n'importe quelle direction. Et c'est ça, c'est pas ça. C'est ça, cette sphère-là que vous voyez. C'est le produit de toutes ces collisions. Ensuite, ils ont mis une toute petite fraction de leurs atomes dans un mouvement dans cette direction-là, vers le haut, au même moment. Et maintenant, il y a le four-wave mixing qui se passe. Donc, il y a, quand deux atomes rentrent en collision comme ça, il y a une préférence qu'un des atomes va dans le condensat déjà créé vers le haut et l'autre vers le bas. C'est mignon. Et, oui, c'est ce bosonic enhancement qui les bosons aiment bien être ils sont plus optimisés. Voilà, ça c'est cette expérience-là. Mais maintenant, je vais vous parler d'une autre expérience qui est vraiment liée à la nature bosonique ou fermionique de ces deux isotopes de hélium. Donc, ils n'ont pas fait cette expérience compliquée avec mettre en mouvement des condensats. Non, ils ont travaillé avec un seul condensat, tout fait, ils l'ont laissé tomber sur cette plaque. Ou ils ont créé un condensat gaz dégénéré fermionique, hélium 3, et ils ont fait la même chose. Et maintenant, ils ont regardé à la distribution des atomes là-dedans. Ils ont regardé la corrélation. Donc, peut-être, je vous écris d'abord ça. Ils ont regardé, ils ont détecté un atome là, et maintenant ils ont regardé à quelle distance sont tous les autres atomes. Ils ont moyenné ça. Et vous pouvez imaginer qu'il y a différents types de distributions là. Si les atomes sont distribués complètement aléatoirement, c'est un peu comme la ligne rouge, bleue là. Mais
parfois, il y a certains effets qui peuvent mener à un bunching des atomes, qu'ils aiment bien être très proches, par exemple les bosons. Les bosons aiment bien être au même endroit, donc ça va être plutôt comme ça. Et ça, les fermions, ils ne s'aiment pas, ils s'écartent plus régulièrement, on appelle ça anti-bunching, c'est plutôt comme ça. Et maintenant, ils ont regardé, donc ils ont juste pris ces images, là on peut voir chaque atome, et ils ont juste analysé à quelle distance les autres atomes sont autour d'un certain atome. Et on fait la moyenne. Ici, c'est la distance de séparation entre deux atomes. Ici, c'est la probabilité de trouver un atome à cette distance par rapport à l'autre. Et pour le condensat de Bose, ils ont vu en fait, c'est un gaz thermique de Bose. Ils ont vu un petit enhancement là. Et pour le nuage fermionique, ils ont vu une suppression. Ouais. Donc on peut clairement voir la statistique bosonique, la statistique fermionique en marche. Ok, maintenant, c'est à peu près ça, oui. Oui, donc aujourd'hui on va terminer avec ça, et la prochaine fois je vous raconte des choses sur les gaz dégénérés thermiques avec interaction. Et probablement je vais vous raconter des choses sur les molécules, mais si vous voulez, je peux vous aussi raconter des choses sur les gaz dans les réseaux. Mais on peut aussi décider demain, en dépendance de ce que les autres gens vont dire aujourd'hui. Ok.